Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 65 ans d'aide au développement, 65 ans d'espoir déçu, mais aussi 65 ans d'expérience pour tirer les bonnes leçons. Mais quelles bonnes leçons? Commençons cette émission par une belle accession de l'économiste sénégalais Faye-Winsa, je le cite. L'Afrique n'a personne à rattraper. Elle ne doit plus courir sur le sentier qu'on lui indique, mais marcher prestement sur le chemin qu'elle se sera choisi. Fin de citation. Mais quel chemin? Posons des questions simples et concrètes. Que mangeons-nous en Afrique? Mangeons-nous ce que nous produisons? Produisons-nous ce que nous mangeons? Quels sont les paradigmes nouveaux qui s'imposent à nous? Quel développement pour l'Afrique? C'est l'ambitieux thème, l'ambitieuse question du rendez-vous politique de ce jour. J'ai le plaisir de recevoir deux intellectuels africains, professeur David Asiba Johnson. Vous êtes professeur des universités. Vous avez dirigé une grande école de commerce, l'école de commerce de Clermont-Ferrand en France, pour ne pas la nommer. Vous êtes mathématicien, vous avez formé des générations entières d'ingénieurs. Vous êtes également un grand observateur et un grand analyste politique. Pour vous, ça fait 60 ans, du moins plus de 60 ans, que nous sommes sur une mauvaise pente qu'il faut absolument corriger, même si ça est là. Des progrès sont faits. On en parle au cours de cette émission. Merci, professeur. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Baran Ndiaye est notre intellectuel africain et pas des moindres. Vous êtes analyste géopolitique, consultant, expert en innovation, technologie. Qui peut parler de développement sans technologie? On parlera de technologie dans cette émission. Vous êtes par ailleurs le président du collectif Diaspora Debout. Merci, Baran Ndiaye. C'est moi qui vous remercie. Professeur David Asiba Johnson, commençons cette émission par une question simple et conceptuelle, paradigmatique. Comment on doit comprendre désormais pour nous, Africains, le concept du développement? Je crois que, vous savez, il n'y a pas de définition formelle sur laquelle tout le monde tomberait d'accord, mais le développement, c'est d'abord une transformation radicale du niveau de vie. Et on le mesure avec des indicateurs qui permettent naturellement de mettre en saillie qu'il y a une évolution fondamentale par rapport à une situation dans laquelle on se trouvait précédemment et la situation dans laquelle on se retrouve. Alors, ces agrégats économiques sont, par exemple, plus exactement, le PIB par habitant. Le PIB par habitant met en évidence, effectivement, la richesse créée au cours d'une année. Or, ce PIB par habitant, il faut en parler, car dans les années 1950, le PIB par habitant de l'Afrique noire était l'analogue de celui de la Corée du Sud. Toute l'Afrique réunie? Oui, par habitant, oui, effectivement. 53 $ de PIB par habitant, la Corée du Sud. C'était à peu près cela. Même l'Afrique était un peu plus en avance à 60 $ par rapport à la Corée du Sud. Qu'est-ce que la Corée du Sud a donné? Aujourd'hui, la Corée du Sud se trouve être une contributrice à l'OCDE et à un PIB de plus de 30 000 $ à 40 000 $ par habitant. Vous voyez le saut qualitatif nécessaire. Alors, je ne rejoins pas... Fais ça. Oui. Ce dont il s'agit pas essentiellement de parler en termes de rattrapage, mais il s'agit de trouver, d'élaborer la stratégie qui nous permettrait en fait de résorber le retard que nous avons par rapport aux autres. Et ça c'est important, parce qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, l'Afrique offre une triste réalité qui est celle des enfants qui meurent dans la Méditerranée, celle d'avoir un déficit extérieur très prépondérant, avec un impact au niveau du chômage. Nous aurons l'occasion de revenir en détail là-dessus. Totalement. Il me permet essentiellement de laisser mon collègue peut-être dire quelques mots avant le décor est planté. Le professeur, mais là c'est le mathématicien qui parle, le formateur d'ingénieur qui parle, il parle d'agrégat économique, il parle déjà du PIB. Mais attention, ne comprenons pas mal. Faye-Winsa, un brillant intellectuel économiste sénégalais, pour qu'on comprenne mieux. Il nous dit, par rapport à la question
développement et sous-développement, qu'est-ce qu'on met au centre de la réflexion? C'est quoi nos références? Si, c'est ce qu'il dit, je le paraphrase, si nous mettons au cœur de nos réflexions l'humain, le rapport à la vie, la solidarité, le rapport à l'altérité, le rapport à la nature, si nous mettons tout ça au cœur de notre réflexion, l'Afrique n'a aucun retard à rattraper, elle n'a rien à envier aux autres. Donc ça dépend des éléments référentiels. Effectivement, Richard, vous avez parfaitement, vous mettez le doigt là où il faut creuser, il faut investiguer. Felwine Sarr, je suis en phase avec ce qu'il avance. Non pas parce que je suis sénégalais, mais les idées sont tangibles, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un socle commun de stratégie africaine. Nous sommes plus de 50 pays. Ça va être difficile à homogénéiser, professeur, si vous me permettez. À mon sens, en fait, il faut mettre des secteurs. Il faut diviser l'Afrique en plusieurs secteurs. Il y a des zones géographiques qui sont dotées d'une forte nature, accessibilité, où on peut développer du tourisme. Il y a des zones géographiques où on peut développer de l'énergie. Il y a des zones géographiques où on peut développer de l'agriculture. Donc si on sectorise tout ça, chaque zone géographique, avec les atouts dont elle est dotée, à mon sens, peut mettre ses axes et ses priorités de développement là-dessus. Par exemple, avant en Afrique, quand on parlait d'autosuffisance alimentaire, de développement, on parlait agriculture en premier et pêche. Aujourd'hui, vous savez, il y a la fintech avec la nouvelle génération. Oui. Il y a les nouvelles technologies qui sont mon domaine ou qui génèrent énormément d'argent, notamment pour les transferts d'argent ou la diaspora, dont je suis président du collectif, on voit aujourd'hui l'équivalent quand même de 12% du PIB du Sénégal, admettons, si on prend le budget national du Sénégal. 2000 milliards par an, c'est conséquent. Donc l'Afrique est plurielle, les opportunités sont plurielles, nous n'avons pas de modèle à calquer ni à imprimer pour nous développer. Pensez-vous? Non, parce que si c'est les modèles que nous imposent les institutions financières, c'est ça, absolument. le FMI et la Banque mondiale, peut-être qu'on reviendra dessus plus tard. Oui, absolument. Pour moi, en fait, ce sont des modèles contraignants, adaptés à des sociétés qui sont déjà développées, parce que nous, toutes les contraintes qu'on nous met sur la table, avant de nous prêter, si vous me permettez, je vais finir par là, professeur, ne nous permettent pas de nous développer. La preuve, avec ma jeune expérience en tant qu'intellectuel africain, je n'ai pas encore vu un pays africain qui s'est développé en appliquant les modèles du FMI et de la Banque mondiale, et encore pire, sous le front CFA. Oui, vous avez entièrement raison, mais il faut d'abord rappeler une chose fondamentale. Je dédie cette séance de travail que nous avons aujourd'hui avec le professeur Cheikh Anta Diop, qui est décédé, ça fait 40 ans. Nous avons fêté ses 40 ans le 7 février dernier à la Sorbonne pour commémorer la contribution qui est la sienne. Lorsque vous avez parlé des bassins de potentiel de croissance, c'est le travail de Diop qui a été déjà entamé il y a plus de 50 ans, 70 ans. Lorsque vous parlez naturellement du problème de l'énergie, c'est le travail de Diop qui dit naturellement que vous avez de l'énergie, et si vous faites le barrage au niveau du Zaïre, vous aurez en fait de l'électricité pour tout le continent africain. Donc vous voyez que ce travail préalable, en termes de réflexion, avait été déjà envisagé. Après, qu'est-ce qui s'est produit? Il me semble que quand on regarde les dirigeants, il n'est venu guère à leur esprit de dire, à défaut de vision, partons de l'acquis où quelques-uns ont réfléchi sur des trajectoires possibles. À partir de ces trajectoires, nous allons regarder ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Mais le problème fondamental, c'est celui de l'import-substitution, n'est-ce pas? Puisque la question qui est posée, est-ce que nous consommons ce que nous produisons? Il est important de pouvoir rappeler qu'il y a 3 stratégies ou 4 stratégies fondamentales qui passent par l'industrialisation. Il y a l'industrialisation des biens que nous consommons ou l'agriculture. Il y a l'industrialisation des biens qu'on peut acheter, des capitaux, meubles. Il y a une stratégie qui peut être fondée en faisant appel aux fonds directs étrangers, mais il y a également ce qu'on peut appeler l'exportation. Et c'est ce que, en fait, naturellement, la Corée du Sud a utilisé. Le cas de l'Afrique, si vous regardez, il est assez important. Là, il faut faire de l'économie mathématique en prenant les grands agrégats. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez raison de dire, là,
On n'a jamais vu de par le monde le FMI accompagner des nations pour aboutir à une certaine forme de développement. Mais mieux, vous avez raison de parler de la monnaie. La monnaie, sans monnaie, je ne peux pas effectivement bâtir une politique économique qui tiendrait compte des taux d'intérêt et de la structure financière. Donc, nous avons dit et répété que le franc CFA était un handicap qu'il fallait naturellement surmonter. Nous reviendrons là-dessus. Absolument. Mais il était important de planter le décor en mettant en saillie ce que je considère comme étant des obstacles majeurs qui concernent finalement le continent africain dans sa globalité, de manière holistique, même s'il y a des bassins en titre de filière, on trouvera différents travaux que nous allons exploiter tout à l'heure. Vous avez totalement raison, professeur. Et d'ailleurs, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a déclaré il n'y a pas très longtemps, je le cite, « Si j'ai un conseil à donner aux pays africains, c'est de se méfier du FMI et de la Banque mondiale. Ça veut tout dire. » Mais faisons l'historique des problèmes que nous avons aujourd'hui. 20 ans après nos indépendances, où on croyait être indépendant, nous sommes tombés dans le piège des programmes d'ajustement structurel. On sait comment ces programmes ont été mis en place par le FMI et la Banque mondiale. Vous avez dit, effectivement, ça dépend de ce qu'on met au cœur du débat. Si c'est l'humain, si c'est le développement humain, la solidarité organique de Aristote, on peut théoriser là-dessus. D'accord, l'Afrique n'a aucune leçon à recevoir des autres. Il se trouve que 20 ans après nos indépendances, nous avons mal géré nos économies et nous sommes allés au FMI, à la Banque mondiale et demander de l'argent, de l'aide. Seulement, là-bas, les experts de FMI n'ont pas lu Fermin Sarr. Eux, le professeur l'a dit, ils posent la question, tu produis combien? Tu produis quoi comme richesse? Est-ce que chez toi, chaque habitant dépense plus de 2,5 dollars par jour? Si ce n'est pas le cas, tu es pauvre, on va te proposer un programme. Et c'est le piège qui est né. Mais la question, c'est est-ce que ce n'est pas là que trouvent les limites de la réflexion de Fermin Sarr? Quelque part oui, et je vais argumenter cela parce qu'en fait, si on te demande qu'est-ce que tu produis pour pouvoir t'aider, alors que tu ne peux pas toi-même, tu n'as pas les unités, les éléments de mesure pour quantifier ce que tu produis, ça se complique. Parce qu'en Afrique, vu qu'on n'était pas industrialisé à l'époque, ça ne pouvait pas se mesurer la production globale, dans tous les secteurs, je veux dire, agricole, technologique, industriel, etc. Aujourd'hui, on peut quantifier les unités de mesure. Il y a en plus de la compétence qui permet d'accompagner les gouvernements. Cette compétence, bien sûr, c'est la diaspora. La diaspora et d'autres compétences qui sont en local, en complément. Tout ceci fait que l'Afrique peut consommer ce qu'elle produit, produire même davantage, mais aura des limites parce que non industrialisée aujourd'hui. C'est ça. Pour industrialiser l'Afrique, moi, à mon niveau, je pense qu'on devrait penser à des types d'industrialisation sectorielle et modérée. Je m'explique, parce que quand tu veux créer une chaîne de valeur conséquente, comme ça s'est passé en Angleterre ou en France lors de l'arrêt des révolutions industrielles, ça va être difficile, parce qu'on sera toujours conditionné par des emprunts excessifs qu'on ne nous attribuera pas dans les délais que nous le souhaitons. Mais les banques, on va dire fédérales, locales, intra-africaines, des banques comme la BAD, des banques qu'on peut aussi créer, parce que si je suis bien informé, il y a 2 jours, je pense que au niveau du Ghana, ils se sont dit qu'ils ont une sorte de banque fédérale, ils ont une énorme réserve et ça leur permettra d'être moins dépendants des institutions financières. Oui, bien sûr, 9 milliards. 9 milliards, c'est pas négligeable. Pourquoi on ne pousserait pas, en fait, nos institutions locales à adopter ce genre de principe? Adoptons ce qui... En fait, on n'invente plus rien dans ce monde actuel. On copie ce qui marche ailleurs, on le colle, on le tropicalise, on l'adapte. Et ça finira par marcher forcément parce que nous avons les ressources qui nous permettent de le faire. Oui, mais ce que vous êtes en train de soulever relève tout simplement de la politique industrielle, cher ami. Cette politique industrielle, elle met en évidence, des travaux ont été menés à ce niveau-là par Michael Porter pour la chaîne de valeur. Il faut commencer par la filière.
le secteur, la filière, et regarder en fait les valeurs ajoutées. On sait décomposer cela, et ce sont des problèmes élémentaires, nous l'avons enseigné. Décomposez-les. Oui, mais attendez. Oui, précisez-nous, il faut circonscrire le cadre de ce point précis. C'est très, très important. Oui. Parce qu'une fois que au FMI, à la Banque mondiale, on est tombé d'accord sur le principe de prêt, eux, là-bas, ils demandent comment tu nous rembourses. Non mais attendez, donc, mais ce que vous êtes en train de dire, je suis de ceux qui demandent de ne pas aller emprunter mais c'est de trop l'argent. tard, professeur. Oui, mais d'accord, mais c'est pas grave, on sait rembourser les prêts. Les prêts, ils peuvent... Mais au départ, faudrait-il d'abord envisager une stratégie qui permette de créer de la valeur. On est d'accord. Non, écoutez, le Sylvanus Olympio a été capable de rembourser la totalité de la dette coloniale qui lui avait été imposée avant d'aller à l'indépendance. C'était 800 millions de francs de l'époque. C'est vrai. Il a payé, il a dit, tant que je ne règle pas cette dette-là, naturellement, je ne vais pas à l'indépendance. C'est l'une des raisons pour lesquelles je l'appelle l'imbattu et l'imbattable par rapport à l'ouvrage que je suis en train de rédiger. Donc il y a un précédent. Donc disons que tout simplement qu'aujourd'hui, il s'agit en fait de travailler sur l'identité, n'est-ce pas, exportation moins importation. Exportation moins importation, mais il faut travailler sur les importations. Cette identité dont j'ai parlé, il faut la transformer en fonction, qui est une fonction de production, qui dépend du capital, de la main-d'œuvre et du secteur d'activité dans lequel on va pouvoir se déployer. Comme il a dit, il avait raison, mais cela, ça suppose au départ de faire une veille pour dire quelles sont les dotations facteurs, n'est-ce pas? L'exemple qu'on peut prendre dans le bassin du Sénégal, on avait la possibilité de produire du riz directement. Mais les habitudes alimentaires des Sénégalais faisaient qu'ils préféraient le riz qui venait de l'étranger. Bien que c'était du riz brisé, alors que le riz du Sénégal était un riz. Non, laissez-moi chuter. Ah oui, c'est assez important. Donc vous voyez que si vous laissez en fait les agents économiques agir librement, n'est-ce pas, vous n'allez pas pouvoir atteindre des objectifs. L'une des raisons même que je vais donner, un exemple que je peux donner, c'est le cas de la Corée du Sud. Lorsque la Corée du Sud, au niveau de l'industrie automobile, décida de produire des voitures automobiles, les Coréens ne désiraient pas acheter effectivement ces voitures automobiles et ils achetaient en fait des Mercedes-Benz. Le général Park a dit, s'il en est ainsi, je vais procéder à un contrôle fiscal de tout pour savoir comment vous avez gagné de l'argent et bon, on va voir si vous allez continuer à acheter ces voitures. Donc vous voyez qu'il y a un élément effectivement de force, de contrainte pour pouvoir aligner les gens à consommer local. C'est très intéressant. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. C'est la deuxième partie de notre émission, notre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à l'intéressante mais compliquée question du modèle de développement pour l'Afrique. Mais deux invités sont toujours avec moi, Baran Ndiaye. Alors, très rapidement, le professeur a dit quelque chose dans la première partie de notre émission qui est très très intéressant. Il donnait le cas du Sénégal qui a privilégié d'autres cultures, à la culture du riz, mais on peut donner le cas d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, comme beaucoup d'autres pays. Mais ça venait de ce que celui qui te donne l'argent te dit comment tu me rembourses.
Et donc, il va falloir que tu laisses les cultures vivrières de côté pour produire des cultures de rente, si tu n'as pas du pétrole, des d'or et du diamant, bien sûr, pour produire le coton, le café, le cacao, pour me rembourser. Voilà comment nous avons peu à peu délaissé les cultures vivrières pour devenir importateurs de nourriture. Comment on s'en sort? Alors, comment on s'en sort? Effectivement, quand on parle d'import et d'export, on se dit quelque part, un État vit des recettes quelque part. Et si l'État, à partir de ces recettes, elle prend une grosse partie pour rembourser la dette, elle ne pourra pas nourrir sa population. On est d'accord là-dessus. C'est ça. Maintenant, les cultures vivrières, il ne fallait pas les délaisser, il faut paralléliser tout le temps. Quand on fait une transition, il faut paralléliser pour pouvoir garder un acquis qui fonctionne très bien, parce que ça nourrit une branche de la population, les cultures vivrières, les zones rurales notamment, et passer à des cultures de rente. Effectivement, valoriser aussi les matières dont nous disposons. Certains États, comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'ont bien compris par rapport au cacao. Ils sont mis ensemble, ils ont fixé les prix qui se fixaient avant à Bruxelles ou ailleurs. Maintenant, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui fixent les prix pour pouvoir générer une manne financière qui permet de compenser dans d'autres secteurs et de rembourser une partie. Le Ghana et la Côte d'Ivoire. Qui dirige? C'est eux qui définissent quoi? C'est eux qui définissent les tarifs du cacao, du prix du cacao. J'en suis pas convaincu. Bah, c'est pas plutôt les marchés mondiaux qui définissent le prix du café cacao quand même. Ça c'est équilibré. Ça c'est équilibré. Ça c'est équilibré par rapport à ce qui se passait avant, où ils n'avaient pas leur mot à dire. D'accord. Aujourd'hui, pour parler en général, ce qui se passe, c'est que nous ne produisons pas juste de l'agriculture. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous produisons de la technologie, de la finance, mais nous produisons de l'énergie aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui, figurez-vous que la plus grande centrale solaire se trouve à Ouarzazate aujourd'hui. Le Maroc est un grand producteur d'énergie. Le plus grand barrage, c'est le barrage de la Renaissance africaine en Éthiopie. Donc, nous sommes quand même en train de nous émanciper sur cette partie-là. Nous n'utilisons plus les énergies. Mais excusez-moi, pour qu'on comprenne. Comme le thème est vaste, on est obligé à chaque fois de le circonscrire. Sur la question du développement endogène, vous avez dit quelque chose dans la première partie, qui est la question de nos habitudes de consommation. Oui. Sur la question du développement endogène, est-ce que c'est encore possible de poursuivre cette réflexion quand on veut vivre à Abidjan, à Dakar ou à Cotonou, comme on vit à Paris, quand on veut consommer les belles voitures d'Europe, quand on veut avoir les mêmes vins à nos tables, quand nous voulons avoir les mêmes consommations des Occidentaux? Pouvons-nous encore parler de développement endogène? Voilà, très rapidement alors. Oui, mais c'est-à-dire que je vous ai dit, comme j'ai évoqué, il y a le mimétisme nauséabond et il y a le mimétisme fécond. Oui. Mais en fait, quand je vais évoquer le cas de la Corée du Sud par rapport à la consommation, l'achat des voitures, vous voyez bien que ça s'est fait avec une certaine forme pour inciter les gens. Donc là... il faut imposer. Ah oui, absolument, absolument. Vous n'avez pas tellement le choix. C'est-à-dire que, à la limite, permettez-moi, avec beaucoup d'humilité, de faire tout simplement une rétrospective historique pour savoir certaines nations qui ont été dans le sous-développement et qui sont devenues développées. Donc elles ont suivi des trajectoires. À défaut d'être simplement dans un mimétisme, il s'agit simplement d'analyser l'histoire de leur trajectoire de développement pour en tirer des leçons et élaborer une stratégie qui serait en adéquation, justement, avec nos forces et nos faiblesses. Alors, le cas le plus intéressant, pour ouvrir une petite parenthèse, c'est le cas effectivement de la Chine. La Chine est en retard. Elle dit oui, mais effectivement, le Japon a fait le Meiji avec l'import-substitution, le Brésil l'a fait, la Corée du Sud est en avance. Mais ce que Deng Xiaoping a été obligé de faire, il s'est rendu en Corée du Sud pour regarder justement comment ils ont pu analyser et quels étaient justement les outils. Et en fait, la démarche stratégique qui a été la leur. Donc, Deng Xiaoping a mis moins de 30 ans pour sortir 890 millions de Chinois de la pauvreté. C'est-à-dire de $1,50 par jour, ils sont passés à $900 par personne, au minimum. Vous voyez, en moins de 30 ans. Donc, ce que je voudrais dire, avant de rentrer dans des démarches, effectivement, de solutions, il faut d'abord poser correctement le problème au niveau du diagnostic. Pour savoir qu'il y a des facteurs clés de succès, mais il y a des obstacles
clé, comme vous avez dit, comme le mimétisme nauséabond, en disant je désire consommer à l'extérieur. Je veux avoir le même confort de vie. Bon, mais qu'ailleurs. nous avons des éléments de réponse. Si effectivement c'est au niveau de la monnaie et au niveau de la fiscalité et au niveau également de la protection. Quand MAGA avec Trump et qui met des droits de douane, ces droits de douane, c'est pour permettre effectivement qu'il y ait une production locale endogène. Donc il y a effectivement des solutions qui existent. C'est pas le lieu ici de révéler toutes les stratégies, mais ça fait partie de nos métiers de pouvoir expliquer ces choses-là. Les solutions existent. Faudrait-il encore qu'on ait... Mais bien sûr qu'elles existent techniquement. Je peux les résoudre en moins d'une trentaine de minutes. On reviendra... ça, c'est plus facile sur le plateau de télé. Mais enfin, on reviendra sur les solutions. Et surtout dans la troisième partie de notre émission. Et Barandi a un point très important. Nous ne sommes pas en 1960, malheureusement. Nous sommes en 2026. Entre-temps de la dette s'est accumulé plus de 60% de dette du PIB d'Afrique. Aujourd'hui, au moment où nous sommes, le continent dans son ensemble a 60% de dette du PIB. Même évidemment, avec des disparités, vous avez des pays comme le Botswana, 22%, Cap-Vert, 11%, Rwanda, un peu moins. La Libye qui n'en avait pas avant. Voilà, exactement. Voilà. Donc, mais voilà, la dette est là et elle nous étreint. Et on doit les rembourser, on doit payer la dette. Mais comment on fait face à cette dette? Alors, face à cette dette, l'équation, elle est à plusieurs inconnus quelque part. Parce que le seul élément dont nous sommes conscients, c'est le montant de la dette et les taux de remboursement. Oui. Et la période de remboursement. Et la période, par rapport à ce que nous produisons. Oui. Mais je me dis, un marché de 1 milliard 500 millions d'habitants, 600 millions presque, l'Afrique aujourd'hui, en 2026, réparti de façon inégale, malheureusement, selon les populations où elles se concentrent, et des richesses aussi un peu éparpillées, mais très riches, je pense qu'il faudra pas accepter ce type de financement standard, classique, historique. Il faudra diversifier les types et moyens de financement et modes de financement. Il faudra favoriser les financements bilatéraux entre États, les financements de banques fédérales de zones communautaires, les financements aussi qui sont dans les nouvelles zones où même l'Occident même va chercher des capitaux dans les pays du Golfe. Et ça, certains pays africains l'ont compris. Et surtout, essayer d'accroître sa production, parce que sans production, tu peux pas. On ne peut pas. On va finir par faire du mimétisme, comme l'a dit le professeur, c'est-à-dire importer davantage de produits pour ressembler à quelque chose qu'on n'est pas réellement. Notre mode de vie, notre mode de production, nous produisons du coton énormément. On peut s'habiller à l'africaine. Certains présidents, par slogan, lancent ces slogans-là, mais c'est pas ça qui va enrichir l'Afrique. Mais quand même, c'est un petit pas. Ce sont des petits pas. Plusieurs petits pas feront une grande économie demain. Aujourd'hui, l'Afrique veut produire. Elle est en train de mettre en place des infrastructures. Mais pour ça, elle peut. Parce que le Maroc investit beaucoup dans les infrastructures. Ils ont le savoir-faire, par exemple. Mais pour qu'il y ait des trains, des véhicules qui utilisent ces infrastructures, il faut faire appel à l'Occident. C'est là où il y a un gap technologique. C'est ça. Donc, empruntons de l'argent, industrialisation-nous de façon modérée, appelons les grandes entreprises à venir s'implanter chez nous pour faire du transfert de connaissances, transfert de compétences, moyennant des fiscalités beaucoup plus légères. Il y a quelques moyens de paralléliser les choses pour rattraper un certain gap. Tout se tient. Ce que dit Bara Ndiaye et professeur, mais ça vaut pour les infrastructures, ça vaut pour l'agriculture, ça vaut pour tout, parce que aujourd'hui, on est dans une vision cosmétique du développement où on pense qu'il faut rendre nos capitales lumineuses pour parler de modernité et de développement. Or, à l'intérieur de ces capitales, vous avez des gens qui croulent sous le poids de la cherté de la vie, les loyers tutelles des sommets immenses, le transport coûte cher, tout coûte cher. Pourtant, la ville, elle est belle. C'est de ça qu'il faut sortir. Oui, mais monsieur, moi, je suis de ceux qui, à titre de prudence, peut dire il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. C'est ça. Et comme il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens, il faut aller chercher des points de croissance. Les points de croissance, c'est au niveau de l'importation. Si vous importez... Oui, mais écoutez, je vous ai parlé tout à l'heure, il y a un instant plutôt, de l'identité exportation moins importation. Si en valeur absolue, les importations sont supérieures aux exportations, moins I, donc vous avez un déficit. Ce déficit-là, c'est ce déficit qui induit les problèmes de dette.
C'est ça. qui sont des dettes par rapport au PIB. C'est vrai. Donc, alors, en réalité, c'est trivial. Il faut revenir. Puisque, effectivement, les importations influent sur la croissance, sur des points de croissance, influent sur le chômage. Donc, il faut justement identifier des filières où nous allons pouvoir créer de la valeur ajoutée qui permettront d'amoindrir de l'importation et de dégager un excédent d'exportation qui vont éteindre la dette. N'est-ce pas? Mais tant qu'on est dans ce processus-là, justement, il faut éviter de s'endetter. Bien sûr, oui, ça vous déplaît, il faudra éviter ça. Mais il faudra faire tendre la dette vers zéro. Mais bien sûr qu'il faut la tendre vers zéro. À la limite, vous voyez très bien, c'est ce qui se passe au niveau du Burkina Faso. Lorsqu'ils décident justement de réaliser certaines infrastructures de manière endogène, c'est plutôt le FMI qui décide de dire je vais vous prêter de l'argent, et il refuse de reprendre de l'argent. En réalité, le problème qui est posé, c'est la maîtrise de la science et des technologies, comme l'a évoqué. Donc, nous avons à distinguer les technologies. Les technologies, il y a des technologies émergentes, il y a des technologies matures, il y a des technologies qui sont tombées dans le domaine public que j'appelle des technologies banalisées. Si vous considérez l'ensemble des besoins exprimés par le continent africain, les technologies relèvent des technologies banalisées, que ce soit les infrastructures. On connaît les lois de la mécanique et le calcul de structure depuis le 18e et 19e siècle. Ça n'a pas changé, c'est exactement le modèle. Donc aujourd'hui, il faut travailler sur la science, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques pour former des gens qui soient à même justement de créer de la valeur qui permettrait de réduire le niveau des importations. C'est cela le problème. Et chemin faisant, puisque nous sommes en face d'un chômage keynésien, nous serons à même de pouvoir résoudre ce problème-là. Il faut réduire les importations, dit le professeur. C'est très très important. On a une double difficulté, Barandiaï. Nous avons la plupart de nos États qui, lorsque à la fin de l'année, ils votent le budget national pour l'année qui vient, c'est à peine s'il y a une mobilisation interne de 50% de ce budget national. C'est-à-dire que, et parfois, on fait des prêts pour payer les fonctionnaires. La deuxième difficulté, c'est qu'on a été hypothéqué sur des décennies nos ressources minières. Voilà le tableau sombre dans lequel nous sommes. Effectivement. Et si j'amenais à l'intérieur de notre débat le problème de la malgouvernance? Oui, parce elle est centrale, ça. Oui, exactement. Oui. Parce qu'en fait, ce que vous évoquez, c'est ça. C'est-à-dire que si on a un budget et que dans ce budget, on doit déjà le couper en deux pour pouvoir satisfaire d'autres besoins, c'est qu'on n'est pas bien. C'est qu'on est en train de rattraper des choses qui ont été mal gérées. Alors, moi, je pense qu'on est doté aujourd'hui de cadres légaux et de cadres structurels. Je m'explique. La ZLECA, par exemple. Ça nous permet d'échanger entre nous. La zone de libre-échange. Cela dit, dans la première partie de notre émission. Effectivement, si on prend ces éléments-là, qu'ils existent, qui nous permettent de faciliter les échanges, au lieu de se dire on va se lancer, comme je l'ai dit en début d'émission, dans une industrialisation folle, comme l'Europe l'a fait au début de sa phase d'industrialisation, et regrette aujourd'hui. Faisons de l'industrialisation modérée qu'on peut financer, qu'on peut maîtriser. On ne va pas surproduire. Produisons assez pour nous nourrir et échanger des valeurs au niveau continental. Une fois que ça s'est fait, les éléments d'importation, ce n'est pas juste des éléments matériels des fois. C'est des éléments superflus qui ne sont pas adaptés à notre cadre africain. C'est vrai. Donc focalisons-nous dans cette veille d'études qu'on peut faire avec nos intellectuels. On n'a peut-être pas besoin de TGV maintenant. Exactement. On n'a peut-être pas besoin de... Mais on n'en a pas acheté. C'est pas ça qui crée l'importation. C'est la nourriture, par exemple. C'est une paresse de vouloir acheter du poulet congelé. Non mais écoutez, franchement... Moi, je dis que peut-être qu'on rentre déjà dans les phases de solution, mais je voudrais dire qu'en fait... On peut commencer... Et l'Afrique n'a pas besoin d'importer de la nourriture. La plupart, si regardez les composantes de l'importation, vous verrez que c'est du superflu. C'est du superflu et ça peut être produit localement. Le problème, c'est de définir une politique industrielle volontariste qui permet de dire on en a fini avec la dette. Et par ailleurs aussi, permettez-moi de dire, la rémanence
la rémanence ou l'hystérèse de la colonisation était permanente. Quand on a fait la production au Sénégal, par exemple, c'était la production de l'arachide. Cette production de l'arachide il y avait une industrialisation pour produire de l'huile. Et à un certain moment, qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est produit la chose suivante, qu'on a dit, attention, quand au niveau de l'Europe, on a vu on pouvait produire de l'huile avec des matières végétales du type le tournesol. On a dit attention, au niveau des arachides sénégalais, c'est cancérogène. Et donc, tout d'un coup, alors, il y a eu une dévaluation, effectivement, des prix. En fait, l'économie qui était fondée sur cette matière première a complètement chuté. Voyez-vous, produire des produits dérivés comme le savon et d'autres. Voilà, absolument. Donc vous voyez. Alors aussi, il y a aussi le cas également du Gabon, le cas du Ghana que j'ai étudié. Le Ghana a été l'un des premiers, n'est-ce pas, parce qu'on a fait une analyse stratégique de l'échec du Ghana. Le Ghana a été capable de dire bon, ok. J'avais en fait une production de viande, j'ai la production de viande, je vais prendre la peau de la viande pour produire de la tannerie je vais faire de la chaussure, mais les machines qui avaient été vendues, etc., étaient hors de prix. Donc, nous avons besoin, on revient encore sur le brain, sur le cerveau, nous devons avoir des ingénieurs, des choix stratégiques, mais des droits de la propriété, des droits des contrats, des droits des obligations. Tout tourne, si vous voulez, en fait, à l'élaboration, la formulation de la stratégie par une vision, mais par ce point où désirons-nous aller, n'est-ce pas? Les problèmes sont connus, les diagnostics sont faits, mais attention, ne faisons pas comme si tout était noir. Il se développe sur le continent une vraie dynamique. Presque tout est noir, monsieur. Non, mais le professeur Barandiaï, l'autre fois, et c'est assez illustratif, du dynamisme que connaît ce continent, que certains occidentaux considèrent comme le continent d'avenir. Je prends un vol Dakar pour Bissau. Le vol devait faire Dakar-Bissau-Banjul. Il y avait de jeunes Sénégalais. En tout cas, à Dakar, il y avait des gens, des Africains ordinaires, qui sont montés pour aller faire la fête. C'était un vendredi pour aller faire la fête à Bissau et revenir lundi matin à Dakar. Oui. Et moi, j'étais très étonné. Je dis, mais vous prenez l'avion juste pour aller pour un week-end? Il dit oui. Et ça semblait normal. Vous allez aujourd'hui à l'aéroport international, il y a Singbe, il y a des mains au coin de Lomé. Il y a des vols, il y a des jours, vous avez des vols qui décollent chaque quart d'heure, toutes les 20 minutes, pour une capitale africaine. Et ce sont des Africains. Il y a une véritable classe moyenne qui se développe sur ce continent et qui consomme véritablement. Et qui consomme, mais il faut l'encourager, excusez-moi, professeur, si vous me permettez. Il faut l'encourager. Pourquoi? Parce que Dakar-Bissau, avant, à dos de cheval, c'était 4 jours. Oui. D'accord. Aujourd'hui, c'est 45 minutes. Vous décollez de l'aéroport de Dakar, vous atterrissez à Bissau. Pourquoi pas dans ce cas? Alors, amusement, moi, je ne suis pas dans l'entertainment, mais je suis plutôt dans le fait que ça produise quelque chose, ça produise une valeur. C'est-à-dire que l'homme d'affaires, à défaut de se connecter sur son écran et gagner du temps, échanger avec l'homme d'affaires bissau-guinéen qui est en face et montrer des produits sur écran, prennent l'avion, à y dire bonjour comme le business l'implique et échanger. C'est étonnant. Vous dites que tout est noir. Ça veut dire, pour finir, l'Afrique, en termes de mobilité, c'est démocratisé. Parce qu'avant, il y avait des gros vols long courrier. Là, c'est des petits avions qui le font. Et ça permet aux aéroports de s'enrichir. À chaque fois. Effectivement. Oui. Mais est-ce que vous êtes en train de dire, mais il est évident qu'il y a une classe moyenne africaine qui se développe au niveau du continent africain. L'exemple même typique est la classe moyenne au niveau de l'Éthiopie. Carrefour a décidé d'aller s'installer parce qu'elle a constaté qu'effectivement, il y a une classe moyenne qui achète. Donc, on commence à installer, en fait, des... Abidjan, aujourd'hui, il y a tout, hein, même à Dakar. Okay, exactement. Mais, cela dit, si vous regardez ça encore, c'est le problème d'importation moins exportation. C'est vrai. Quel bien vous consommez? Arrêtez. Je propose, professeur... Vous êtes en train de vous amuser. Le problème est en train de s'amuser. Le problème, il est beaucoup plus sérieux. Le problème. Vous avez peut-être raison, mais on n'a pas dans la troisième partie de notre émission. Merci. Après une courte pause, à tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous.
nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Troisième et dernière partie de notre rendez-vous politique, le numéro de ce jour est consacré à la question du modèle de développement en Afrique. Mais dans la deuxième partie de notre émission, nous avons pu relever qu'il y a une véritable mutation positive sur le continent et ce, sur tous les plans, que ce soit sur le plan de la technologie, sur le plan de la consommation des biens et de services et notamment sur le plan du développement d'une véritable classe moyenne sur le continent. Et le professeur dit, on est en train de s'amuser, c'est un jeu, c'est du leurre, on se trompe. Oui, bien sûr qu'on se trompe. Mais en fait, en réalité, l'air ne fait pas la chanson. C'est pas parce qu'il y a des petits soubresauts comme ça qu'il faut dire. Après, il faut regarder au niveau de l'agrégat, pour regarder est-ce que au niveau du PIB par habitant, il y a une évolution. Donc, on vous dit que presque même quand on parle qu'on a connu d'un taux de croissance, c'est un taux de croissance, une croissance appauvrissante. Parce que quand on regarde la répartition de la croissance, on voit bien qu'elle bénéficie. Il faut être sérieux quand on analyse cela. Et c'est pas parce qu'on a eu quelques points de croissance en vendant quelques biens, il faut dire qu'on a amélioré le PIB par personne. On n'a rien amélioré du tout. Bon, l'Afrique s'amuse tout simplement. S'équiper, ce n'est pas se développer. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Ah oui, s'équiper, c'est pas se développer. N'est-ce pas? On a beau construire des ponts, c'est pas se développer. Si j'ai dit s'équiper. Oui, je sais. Mais peut-être que... Si c'est les ponts, si ce sont... Mais monsieur, voulez-vous que je vous dise quelque chose? Allez-y. J'enseignais, j'étais parti enseigner, donner un cours d'architecture des systèmes complexes au Bénin. L'échangeur qui a été construit vers Godomé, etc. Oui, là. Vous connaissez bien cet échangeur. Souyaïboni. Mais peu importe. Cet échangeur a été construit. J'ai essayé de regarder combien il y avait d'Africains qui travaillaient à l'infrastructure. Presque zéro. Que des Chinois. Que des Chinois? Est-ce que vous croyez que le transfert de technologie est fait dans ce cadre-là? Alors que les Chinois, quand ils ont acheté des Airbus, ils ont dit, le prochain Airbus doit être construit directement ici. Il y a des entreprises béninoises qui faisaient de la sous-traitance quand même, un professeur. Monsieur, l'enjeu... Mais on comprend la problématique. Mais l'enjeu est de la politique industrielle, monsieur. On est d'accord. Comprenons la chose suivante. Je vais vous dire, vous m'incitez à être beaucoup plus dur encore. Le président Macron rend visite aux Indiens en Inde en ce moment, parce qu'il y a un sommet sur l'IA, etc. Mais il n'y a pas que ça. C'est la vente des Rafales à l'Inde. Oui. Et le contrat n'est pas encore signé. Et d'aucuns, parce que l'Inde dit, je voudrais pouvoir produire les Rafales localement. Donc, exactement ce que la Chine a fait avec un transfert de technologie. Donc, le contrat n'est pas signé. Les Rafales d'assaut en train de réfléchir. Bon, nous allons rendre ça possible, mais en gardant un noyau qui sera produit en France. Bien sûr. Voilà. Donc, vous voyez très bien que les nations s'inscrivent dans le cadre d'une politique industrielle qui, elle, va permettre de la création de la valeur, et cette création de la valeur va améliorer le PIB par habitant, n'est-ce pas? C'est important, ça passe par l'industrialisation. On ne connaît pas d'autre façon de pouvoir le faire. Et pour le faire, il faut définir une politique industrielle. C'est d'une évidence totale. Ça peut être évident, si vous me permettez, Richard, en fait, mais on ne peut pas tout industrialiser rapidement pour être au niveau de l'Inde, si vous me permettez, professeur, et la Chine. Pourquoi? Parce qu'une usine d'assemblage, ça peut exister avec notre État qui impose un transfert de compétences sur un assemblage de voitures. Je vous parle de veille, monsieur. Bien sûr. Je vous parle de veille. Je ne vous ai jamais dit que le cas de l'Inde était le modèle qu'il fallait impliquer, qu'il fallait imiter. La voie. Et là-dessus, Sarr a raison.
chaque nation doit trouver sa trajectoire de développement. Exactement. Elle doit le trouver. Mais pour le trouver, mais forcément qu'il faut faire de la veille. De la veille, mais il faut contribution des intellectuels, Oui. sollicitent de tous bords, hein, pas de partis politiques comme ça. On a tendance à le faire en Afrique. Mais les hommes politiques n'aiment pas leur pays. S'ils aimaient les hommes politiques qui aimaient leur pays, non, mais permettez-moi de le dire. Au Burkina, vous l'avez cité tout à l'heure comme exemple. Mais c'est l'exception qui confirme la règle, monsieur. Mais pour ça, un point rapidement, parce que là aussi, il faut lever cette ambiguïté, ou du moins cette chimère. Transfert de technologie dont vous parlez. Mais moi, j'investis massivement pour faire de la recherche. Toi, tu n'investis pas du tout. Et moi, je te transfère comme ça, moi, mes technologies, gratuitement. Non, mais moi, ça se passe. Ça, c'est dans les années 70 on avait ce rêve. On parle pas, lorsqu'on parle de transfert, l'Europe ne désire pas faire de transfert de technologie, elle ne le fera pas. Ah, bon, okay, donc, il est clair. Oui, donc, c'est pas la question. J'ai fait une conférence en Espagne le mois dernier, qui était en fait des stratégies d'alliance, Espagne-Afrique, etc. La question, même la France, dans son approche, elle ne regarde pas toutes les opportunités qu'elle aurait pu saisir du continent africain, du fait de parler de la langue et justement d'utiliser les technologies banalisées, n'est-ce pas? Ok, elle reste dans ce modèle qui est celui de dire des jeux à somme nulle, c'est-à-dire qu'elle gagne tout et l'Afrique perd tout. Donc, le transfert de technologie, on s'en fout totalement. D'accord. C'est l'Afrique qui, par ses moyens, n'est-ce pas, va pouvoir le définir. C'est par la maîtrise de la science et de la technologie. Absolument. Ça forme des ingénieurs. Il faut former des mathématiciens. Au lieu d'aller dans des églises prier, nous devons donner des cours de mathématiques pendant ces heures-là, et ça permet de résoudre le problème. Permettez-moi, le calcul différentiel à 450 ans, n'est-ce pas, les 450 ans depuis que Newton l'a créé, l'ensemble des éléments de calcul différentiel tel qu'il est permet en fait de construire des ponts aujourd'hui, sans aucune modification, sans l'utilisation effectivement d'une mathématique très, très avancée. Professeur. Donc vous voyez que c'est directement à notre portée. Faudrait-il encore qu'on se pose la question, quelle est la volonté d'une démarche stratégique? Quelle est la vision? Où on désire aller? N'est-ce pas? Et une formulation d'une stratégie, et le contrôle, et la mise en œuvre de cette stratégie, et le contrôle de cette stratégie, de cette mise en œuvre, pour éviter les dérapages et ce que j'appellerais en fait les redressements de trajectoire. Ce que vous avez dit est juste, vous l'avez dit, Cheikh Anta Diop l'a dit, d'autres savants et sachants l'ont dit. Certains hommes politiques aujourd'hui, comme notre jeune gouvernement au Sénégal, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, souhaitent tous ces éléments-là. Mais comme on a parlé d'autonomie au début d'émission, où on veut déjà produire assez pour le consommer et être autonome sur cette partie-là, est-ce que vous pensez que l'Afrique a la capacité aujourd'hui de s'occuper, de former, de faire de la recherche? On sait que la recherche, c'est budgétivore et ça ne produit pas. Mais il faut la faire. Il faut la faire, c'est indispensable. La R&D, c'est génial. La recherche, c'est budgétivore, mais il faut la faire. On ne peut pas vivre qu'en s'inspirant de ce qui existe et en avançant sans GPS. Aujourd'hui, nous souhaitons le faire. Avons-nous les finances pour le faire? Parce que les finances que nous empruntons dans les institutions, comme on l'a dit tout à l'heure, servent à gérer d'autres priorités, qui sont l'éducation, la santé. Même si nous produisons des ingénieurs aujourd'hui, on n'en a pas assez, même s'il y a une forte volonté des ingénieurs de la diaspora pour rentrer et contribuer au développement de leur pays. J'en croise, ils veulent, ils sont motivés, mais ils me disent toujours, on a un problème, c'est que les structures d'accueil ne sont pas compatibles. Mais permettez-moi, ce que vous venez de dire, on dit que l'économie, c'est l'étude de l'allocation des ressources rares à des usages alternatifs. Effectivement, quand vous regardez le budget, mais on peut faire une analyse budgétaire pour dire je mets des allocations de ressources, je fais des allocations de ressources ici pour permettre en fait de booster tel et tel secteur. Permettez-moi simplement de vous citer un exemple. J'ai regardé la politique monétaire de la période des Grandes Glorieuses, les 30 Glorieuses au niveau de la France. Elle mobilisait ces fonds par secteur, dans des secteurs, c'est-à-dire qu'il y avait en fait de l'épargne quelque part, on l'allouait dans des secteurs pour voir le secteur avancer. Donc si nous considérons que la technologie et la recherche et développement est prioritaire,
L'allocation de ressources devrait se faire de manière graduelle dans ces secteurs. Faudrait-il encore qu'on ait la volonté et de poser le problème sous forme stratégique et tout. Mais en fait, le problème du continent africain, c'est le management stratégique des grandes nations, de sa nation. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est cela. Il n'y a pas de problème. Nous sommes la nation et nous sommes le continent qui est doté de plus grandes ressources. Et il y a de la main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre, on ne la forme pas. On a un chômage keynésien. Mais c'est qu'on appelle effectivement des compétences pour pouvoir le faire. Alors, effectivement, vous avez raison. C'est vrai que vous êtes moins optimiste que nous. C'est pas que je suis optimiste, je suis réaliste et je suis en train de vous suggérer des pistes qui permettraient de redresser la barre. Vous avez raison. Et la difficulté, on a une autre double difficulté, Bara Ndiaye. Le professeur a dit dans la première partie de notre émission, il faut imposer des modes de consommation. Apparemment, le Burkina Faso, etc. Mais le monde s'est globalisé entre-temps. Tout le monde sur le continent a pris goût au Range Rover, au champagne, au confort de vie, comme en Occident. Parce que tout se voit, tout se sait tout de suite. Et alors ? La question c'est, allons-nous supprimer les Range Rover et mettre tout le monde, et les champagnes, et mettre tout le monde à la bière et au vin de palme? Vous allez connaître une révolution. Comment impose-t-on un mode de consommation quand, en plus, comme nous l'avons dit, il y a une classe moyenne qui se développe et qui aspire à une vie à l'occidental? Vous avez la fiscalité. C'est le rôle de la fiscalité. La fiscalité. Mais c'est le rôle de la fiscalité, elle est relativement très simple. Ça rend plus cher. Mais bien sûr. Bien sûr, mais bien sûr. Il faut réduire, à mon sens, il faut réduire ce mode de consommation. Mais nous n'allons pas. Nous allons pas. Et si nous l'arrêtons, ce mode de consommation, on va créer de la révolution, professeur. Ah, mais totalement. La fiscalité, je vous rejoins là-dessus. Oui, mais c'est la fiscalité. Augmente le taux de fiscalité pour ces produits-là. Oui. Celui qui est assez aisé, qui va aller les chercher, il y va. Mais la masse populaire, et la classe moyenne qui grandit en Afrique, effectivement, elle fonctionne en partie par mimétisme parce qu'elle voit ce qui fonctionne ailleurs. Ben oui, ils veulent tous utiliser le iPhone 17 maintenant, dans nos capitales. Moi, je ne suis pas pour, parce que je suis démocrate, je ne veux pas imposer. C'est-à-dire que je veux, comme le dit le professeur, quelque part, on va mettre des taxes sur certains produits. Mais c'est vous imposez. Le reste, il y a une imposition directe. Imposée qui mais me bien dérange sûr un peu. que, mais monsieur, mais je non, suis pour la production locale, d'accord? Le développement de la production locale. Au fond, il faut que tout le monde se mette à consommer local. Les voitures fabriquées au Burkina Faso, au Rwanda ou en Ouganda. Non, regardez le riche en Afrique, je vais finir par ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, je vais prendre un groupe électrogène, comme ça, s'il y a des coupures d'électricité, moi, je ne suis pas touché, je suis dans mon quartier, je suis bien, mes enfants regarderont les dessins animés comme Alex Occidental, se connecteront sur Internet, etc. Et ce riche en Afrique, on lui dit, change de mode de vie. Voici le solaire que tu as. Maintenant, le Sénégal, grâce à un partenariat avec la Chine, l'Inde ou autre, ou le Maroc, est en train de mettre en place des panneaux solaires, il va le mettre sur sa toiture. Il va oublier le groupe électrogène qu'il mettait, qui était bruyant, qui consomme, qui pollue, d'accord, et qui reproduit le même résultat que les panneaux solaires. Et les panneaux solaires seront à vie en Afrique une source d'énergie. Oui, mais ça, on peut les produire directement sur le continent africain, les panneaux solaires. On n'a pas besoin de la Chine. Le professeur Moumouni du Niger, dans l'université qui porte, a été le premier à concevoir des fours solaires. Non, ça c'est à la portée du continent africain. Ne perdons pas de temps avec des faux problèmes de la Chine qui nous vendent des choses qui sont directement comestibles, réalisables par les Africains. Le solaire nigérian, professeur, il est industrialisé à tel niveau d'industrialisation qu'il peut subvenir aux besoins des pays. Pas encore. Monsieur, écoutez, permettez-moi de vous dire, Monsieur Tshisekedi, au lieu de se promener pour aller justement discuter avec quelqu'un qui nous méprise, la première chose, il n'a qu'à mobiliser pour qu'on construise le barrage d'Inga, qui va permettre de l'électricité au niveau continental. Si vous avez une production au niveau continental, à ce moment-là, vous allez pouvoir résoudre le problème de l'industrialisation. C'est cela, il y a des secteurs clés par rapport auxquels il faudra faire des allocations de ressources, des choix stratégiques qui permettront de créer un cercle vertueux, n'est-ce pas, et en faire finir avec le cercle vicieux de la consommation létale. Un des exemples que j'ai cité, c'est le barrage de la Renaissance africaine qui permet à tous les pays adossés au Nil de pouvoir avoir de l'énergie de façon suffisante. Oui, il y a la centrale solaire aussi. Effectivement, il y a la centrale solaire de Ouarzazate qui est carrément la plus grande centrale solaire d'Afrique. Il y a
on peut s'inspirer encore de la côte marocaine pour en finir avec Essaouira, où ils ont mis des éoliennes. Oui, mais parce qu'il y a du vent. Donc l'énergie Monsieur, tout ça, et moi ce qui me gêne dans notre débat, c'est que nous sommes en train de prendre des solutions ici et là, ou d'envisager des solutions ici et là. Non, moi ce qui m'intéresse, monsieur Ndiaye, c'est de s'asseoir pour dire, en fait, en réalité, quelle stratégie faudrait-il? Parce que, vous savez, par exemple, j'ouvre une petite parenthèse, à l'époque, l'exploitation de la bauxite au niveau de la Guinée. Dans l'exploitation de la bauxite au niveau de la Guinée, Pichney Jules Cam, à l'époque, a dit, nous prenons la bauxite au niveau de la Guinée, mais nous l'amenons jusqu'au, comment dit-on, Cameroun, pour bénéficier effectivement d'un barrage qu'ils avaient construit et sur le fleuve de la Sanaga pour traiter la bauxite. Alors que au niveau du bassin, n'est-ce pas, de la Guinée, on pouvait justement construire une centrale hydroélectrique. Vous voyez, donc en réalité, si on voudrait procéder, et ça vous l'avez évoqué au départ, et qui rejoignait en fait les idées de Cheikh Anta Diop qu'il a écrit bien avant notre naissance, c'est qu'il y a des bassins industriels, des bassins avec des ressources. Oui. Donc regardons dans chacun de ces bassins, laissez-moi chuter, dans chacun de ces bassins, mettons quels sont les secteurs, quelles sont les filières, quels sont les avantages comparatifs, quels sont les avantages stratégiques, et à ce moment dire, dans cette filière, on va commencer justement à pouvoir la mettre en œuvre. Nous sommes parfaitement alignés, professeur. Mais la difficulté qu'il y a, puisque vous parlez de Cheikh Anta Diop, j'ai encore eu hier le plaisir de le lire dans les solutions qu'il propose pour l'Afrique, justement, où il nous demande de sortir de ces micro-États que nous sommes aujourd'hui pour faire de grands ensembles et des projets d'ensemble. Si on veut rester cantonné aux États que nous avons, on va que le Bénin a sa politique. C'est pas nécessaire. Ah, c'est pas nécessaire. Non, mais si, permettez-moi, parce que il faut être réaliste. La fédération, le panafricanisme, pour l'instant, ce sont des paroles. Ça ne marchera pas pour l'instant. Il y a une volonté. On peut partir. Non, mais permettez-moi. Si on part, par exemple, de dire je voudrais avoir de l'électricité continentale. C'est un projet. Je vais construire un barrage au niveau d'Inga. Donc, on va étudier le coût, la faisabilité et les ressources qui doivent être mobilisées. Vous savez ce qui s'est passé au niveau de l'Éthiopie? L'Éthiopie, quand l'Éthiopie a construit son barrage hydroélectrique, le FMI a refusé de financer. Parce qu'il disait que si elle finançait, elle ne voulait pas avoir maille partie, il ne voulait pas avoir maille à partir avec l'Égypte. Et à partir de ce moment, les Éthiopiens ont dit qu'à cela ne tienne. Ils ont fait appel à l'épargne en mobilisant, en demandant à chaque fonctionnaire un prélèvement de 10% de leur salaire. Et c'est comme ça que le financement du barrage a été. Donc vous voyez qu'il y a des solutions, des mini-solutions ou des pistes qui regardent effectivement de dire. C'est l'une des raisons pour... Vous êtes en train de nous dire que les politiques industrielles doivent être strictement nationales, qu'on ne peut pas se mettre à 4, à 3, à 5 pour créer des unités de politique industrielle. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais bien sûr que ce que je suis en train de dire. Si l'on dit une production d'électricité au niveau régional, forcément qu'on se met à 4. Oui. Mais si vous dites il faudrait d'abord que l'Europe n'a pas réussi son problème d'agrégation politique, l'Union européenne politique, pour l'instant ça ne marche pas. C'est autour des politiques, autour des projets économiques, mais essentiellement, il faut ne pas faire l'économie de la souveraineté monétaire. C'est la souveraineté monétaire qui est importante pour l'orientation de la politique industrielle. Merci, professeur. Merci, professeur. Merci. Le père a commencé, le fils termine cette émission. Exactement, je suis tout à fait aligné dans la vision du professeur. Ce qui m'inquiétait et qu'il a clarifié, c'est la notion en fait de bassin et de stratégie unique. Parce que pour moi, stratégie unique, 54 pays ne peuvent pas avoir la même stratégie. C'est par bassin et on s'en sort selon la zone géographique où on est et selon ses atouts, on va dire en termes de minerais, de mines, de ressources humaines, technologiques, etc. Absolument. Et surtout, les pays côtiers mettre leur port au service des pays enclavés, par une mutualisation des moyens, le Mali a essayé de résoudre son problème d'enclavement
on est en train de redynamiser le fleuve Sénégal, où en fait, du fleuve Sénégal, et ça, encore les coûts par transport fluviaux, par les transports fluviaux coûtent moins cher que la route, et alors on ira jusqu'à Saint-Louis, justement, pour prendre des produits qui viendront de la mer, etc. Non, il faut avoir de l'imagination, il faut qu'on mobilise les ressources. Absolument. Les ressources sont là, qu'on mobilise les ressources, il y a la jeunesse, il y a la compétence industrielle qui est la nôtre. Nous avons accompagné, que je sache, ici, la Thomson au niveau de l'industrie. J'ai accompagné, effectivement, j'étais expert à l'AFNOR en termes de gestion de production. Nous avons des réalisations dans le milieu industriel français, n'est-ce pas? Même si vous prenez au niveau du reporting bancaire, je suis l'un des acteurs majeurs de la technologie XBRL, n'est-ce pas? Mathématicien, êtes-vous? Vous êtes professeur des universités, vous avez enseigné l'architecture des systèmes complexes. Merci professeur d'avoir participé à ces et surtout de management stratégique des nations. Absolument, des compétences on en a. Hein, quel que soit le pays considéré sur le continent, il y a beaucoup de compétences. Donc ce n'est pas ce qui m'amène. Il faut former davantage d'ingénieurs. Il faut faire de la recherche surtout, et il faut de vraies politiques concertées d'industrialisation. Exactement. Merci. Et il faut motiver la diaspora pour qu'elle se repatrie chez elle, pour contribuer à tous ces axes qu'on a parlé. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour, on l'a vu, a été consacré à la question de modèle de développement sur le continent. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Restez fidèles au programme de NCA très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous.